Une pluie froide et tenace fouettait la lande, enveloppant Highmoor Hall d'un voile gris et lugubre. Sur le perron de la grande demeure, Élise Moreau serra plus fort son châle usé, le cœur battant d'un mélange d'appréhension et de résolution. Sa valise, posée à ses pieds, semblait bien légère face au poids de son destin nouveau. Alors que la porte s'ouvrait dans un grincement solennel, une bourrasque soudaine la poussa à l'intérieur, emportant avec elle un parfum d'humus et de feuilles mortes. L'intérieur du hall principal était à la fois majestueux et glacé. Les portraits austères de la lignée Ashcombe surveillaient la scène depuis les murs lambrissés. Un silence sépulcral régnait, à peine troublé par l'écho de ses propres pas. Une femme au chignon sévère s'approcha, le regard dur et le porte-altier. « Mademoiselle Moreau, je présume ?» demanda-t-elle, la voix aussi tranchante que la brume de dehors. Élise acquiesça d'un signe de tête, tentant de masquer son accent français. « Je suis Mrs. Dalton, l'intendante. Suivez-moi. Les enfants vous attendent dans la salle d'études. » La gouvernante emboîta le pas, jetant des regards furtifs autour d'elle. Chaque pièce traversée respirait le deuil et la discipline. Les tapisseries sombres, les meubles massifs, tout semblait figé dans une attente douloureuse. Au détour d'un couloir, une porte s'ouvrit, dévoilant deux enfants blonds, raides comme des statues, assis côte à côte. Voici Henry, 8 ans, et Béatrice, 6 ans, énonça Mrs. Dalton d'un ton neutre. Henry releva la tête, ses yeux clairs empreints d'une défiance muette. Béatrice serra sa poupée contre elle, cachant à demi son visage derrière ses boucles. Élise s'agenouilla à leur hauteur, un sourire doux aux lèvres. « Bonjour Henry, bonjour Béatrice, je m'appelle Élise et je suis venue de France pour vous accompagner dans vos leçons. » Henry détourna le regard vers la fenêtre, tandis que Béatrice murmurait un « Bonjour, mademoiselle », à peine audible. Mrs. Dalton observa la scène avec une moue sceptique. « Les enfants sont encore affectés par la perte de leur mère », expliqua-t-elle à voix basse, mais sans la moindre chaleur. « Le duc exige la plus grande discipline. Je compte sur vous pour faire preuve de fermeté. » Élise sentit une tension froide s'installer dans la pièce, comme si chaque mot était pesé, surveillé. Le lendemain, Élise fit la rencontre du maître des lieux lors du petit déjeuner. Édouard d'Ashcombe, duc de Wycliffe, était un homme d'une quarantaine d'années, à la prestance glaciale. Il portait le deuil avec une élégance distante, le visage fermé, les yeux cernés de fatigue. « Mademoiselle Moreau », salua-t-il brièvement, sans un sourire. « Monseigneur », répondit-elle, la voix posée mais le cœur battant. Il s'assit à l'autre bout de la longue table, absorbé par la lecture d'un courrier, ne lui adressant plus un regard. Les jours suivants, Élise s'efforça de créer un lien avec les enfants. Elle leur racontait des histoires de son enfance à Paris, leur enseignait des chansons françaises. Peu à peu, Béatrice se laissa apprivoiser, esquissant des sourires timides. Henry, lui, demeurait farouche, ne s'ouvrant qu'à demi-mot. Le personnel, quant à lui, faisait preuve d'une réserve glaciale. Les domestiques chuchotaient sur son passage. Les regards pesaient sur sa nuque. Mrs. Dalton, en particulier, veillait à chaque détail, trouvant toujours un reproche à formuler. Une après-midi pluvieuse, alors qu'Élise rangeait les livres d'école, elle trouva une enveloppe glissée entre les pages d'un roman. Son nom y était inscrit, d'une écriture soignée, et détail troublant, en français. Elle jeta un regard autour d'elle. Personne. Sa main trembla en décachetant l'enveloppe, mais un doute cruel la saisit. Que contenait cette lettre? Un avertissement? Une menace? Un secret trop lourd à porter dans cette maison étrangère et close. La prudence, apprise dans l'adversité, l'emporta sur la curiosité. Élise glissa la lettre dans la poche de son tablier. Ce soir-là, dans sa petite chambre glaciale sous les toits, elle alluma une chandelle, hésita un long moment, puis, prise d'une peur viscérale, jeta la lettre dans la flamme. Le papier se recroquevilla, les mots secrets s'effacèrent à jamais. Élise observa la cendre tomber,
le cœur serré, consciente qu'un choix venait d'être fait, irrémédiable. Mais tandis que le vent mugissait contre les vitres, une ombre se glissa dans le couloir, guettant la lumière sous sa porte. Quel secret venait-elle de brûler sans le savoir? La brume matinale s'attardait sur les jardins de Highmore Hall, enveloppant la demeure d'un manteau ouaté. Élise, assise près de la fenêtre de la salle d'études, observait Henry et Béatrice tenter d'écrire leurs lettres anglaises. Un rayon pâle effleurait les cheveux blonds de Béatrice, qui tirait la langue dans un effort de concentration. « Ce n'est pas grave, Béatrice, tu peux recommencer », murmura Élise, adoucissant le ton de la correction. Elle se pencha, effaçant délicatement la tache d'encre d'un mouchoir. Henry, lui, fronça les sourcils. « Maman disait qu'il ne fallait jamais faire de tâches », lança-t-il, presque hostile. Élise lui sourit, cherchant son regard. « Ta maman avait raison d'aimer la propreté. Mais tu sais, en France, on dit que l'erreur est la meilleure des maîtresses. » Henry détourna la tête, mais ses lèvres esquissèrent un sourire qu'il tenta aussitôt de masquer. Les jours passèrent, tissés de rituels nouveaux. Élise emmenait les enfants marcher sous les arbres du parc, leur racontant des histoires de dragons et de chevaliers, ou fredonnant des comptines françaises. Béatrice, d'abord timide, se mit à lui confier ses peurs nocturnes, ses rêves de jardins enchantés et de fées cachées dans les recoins d'Highmore. Un après-midi, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, la fillette murmura. « Mademoiselle Élise, est-ce vrai que les mamans veillent sur nous, même quand elles ne sont plus là ?» Élise sentit sa gorge se nouer. Elle posa la main sur l'épaule fragile de Béatrice. « Je le crois, oui. Les mamans aiment toujours, même loin. » Béatrice glissa sa main dans la sienne. « Vous êtes gentille. Je voudrais que vous restiez toujours ici. » L'attachement naissant des enfants n'échappa pas à Mrs. Dalton, qui surveillait la gouvernante d'un œil méfiant. « Je vous rappelle, mademoiselle, que les enfants ne doivent pas être trop gâtés. Monsieur le duc tient à ce qu'ils respectent les règles. » Élise acquiesça poliment, mais ne céda rien sur sa douceur. Elle savait qu'elle marchait sur un fil, entre la rigueur attendue et l'élan de son cœur. Un matin, alors qu'Élise corrigeait une dictée, la porte s'ouvrit brusquement. Edward Ashcombe se tenait sur le seuil, silhouette sombre et imposante. « Mademoiselle Moreau, un mot s'il vous plaît. » Elle sentit l'attention des enfants se crisper. Elle suivit le duc dans la bibliothèque, où le feu ne réchauffait guère l'atmosphère. Edward fit les 100 pas, visiblement agacé. « Vos méthodes sont particulières. Les enfants n'ont pas besoin de contes de fées, mais de structure. Il est de votre devoir de former leur caractère, non de les distraire. » Élise soutint son regard, tentant de masquer le tremblement de ses mains. « Monsieur, chaque enfant porte une tristesse qu'il ne sait pas nommer. La douceur n'est pas l'ennemi de l'instruction. Au contraire, elle ouvre la porte à la confiance. » Il s'interrompit, surpris par l'assurance tranquille de la jeune femme. « Ce n'est pas ainsi que l'on procède en Angleterre. En France, on croit à la force de la bonté, » répondit-elle avec simplicité. Un silence tendu s'étira entre eux. Édouard détourna les yeux, l'ombre du chagrin passant sur ses traits. « Faites comme il vous plaira, mais souvenez-vous que c'est moi qui porte la responsabilité de leur avenir. » Dans le village voisin, la rumeur enfla autour de l'arrivée de l'étrangère. Lady Pembroke, matrone au port sévère, organisa un thé, convient la haute société locale. Élise y fut invitée, bien qu'elle soupçonnât que la curiosité l'emportait sur la bienveillance. « On dit qu'elle parle à peine anglais ?» glissa Miss Turner à l'oreille de Lady Pembroke. « Une Française dans la maison du duc, après tout ce qui s'est passé. » Lady Pembroke prit une gorgée de thé, les lèvres pincées. « Espérons qu'elle sache se tenir à sa place. » Le lendemain, au marché, Élise sentit les regards peser sur elle. Mais elle releva la tête, décidée à ne rien laisser transparaître. Malgré les tensions, la complicité entre Élise et les enfants se renforça. Un soir, alors que Béatrice peinait à s'endormir, Élise s'assit au bord de son lit. « Mademoiselle Élise, est-ce que vous aviez peur, petite, quand vous êtes devenue orpheline ?» La question la saisit. Elle caressa les cheveux de la fillette.
Oui, très peur, mais j'ai trouvé de la lumière dans les livres et dans la gentillesse des autres. Béatrice hocha la tête, rassurée par la confidence. Henry, de plus en plus curieux, s'approcha un matin, tenant un livre de poésie française. « Vous pouvez me lire ceci » demanda-t-il, la voix hésitante. Élise s'exécuta, sa voix claire emplissant la salle d'études. Les mots étrangers semblaient apaiser l'enfant, qui écouta jusqu'au bout, les yeux brillants. Édouard observait ces scènes de loin, souvent depuis le seuil d'une porte, ou à travers les carreaux embués du jardin d'hiver. Il surprenait le rire de Béatrice, le sérieux studieux d'Henry, et le doux accent d'Élise qui tissait autour d'eux une bulle de chaleur. Un soir, il trouva refuge dans la bibliothèque, les mains serrées sur la lettre d'un cousin, lui rappelant les exigences de la famille. Il est temps, Édouard, de songer à un remariage. Les enfants ont besoin d'une mère. La maison a besoin d'une duchesse. Il relut la lettre, le cœur serré. L'image d'Élise lui vint, son courage discret, sa façon de braver le regard des autres sans arrogance. Il referma la missive d'un geste brusque. « Elle n'est pas d'ici. Elle ne pourra jamais », murmura-t-il pour lui-même, comme s'il tentait de s'en convaincre. La pression sociale s'intensifiait, et, lors d'un dîner, Lady Pembroke aborda le sujet sans détour. « Monsieur le duc, la nouvelle gouvernante semble singulière. Peut-on espérer que vous envisagiez bientôt une solution plus traditionnelle pour votre maisonnée ?» Édouard répondit d'une voix glaciale. « Je fais ce qui est le mieux pour mes enfants. » Les regards se croisèrent autour de la table, chargés de jugement à demi-mot. Dans l'ombre de sa chambre, Élise sentit le poids de l'hostilité et des attentes grandir autour d'elle. Pourtant, le sourire de Béatrice, la curiosité d'Henry et plus discret, l'intérêt silencieux d'Édouard lui donnaient la force de continuer. La lune filtrait à travers les rideaux, dessinant des arabesques sur le parquet. Élise songeait aux confidences de Béatrice, aux reproches du duc, aux murmures dans le village. Elle s'interrogeait sur sa place ici, sur la part de lumière qu'elle pouvait apporter à ses enfants blessés, et peut-être à leur père, malgré la distance glacée qu'il s'obstinait à maintenir. Mais cette nuit-là, alors qu'elle fermait les yeux, un bruit discret la fit tressaillir. Une ombre passa sous la porte, et une voix étouffée, à peine plus qu'un souffle, glissa dans le couloir. Mademoiselle Élise, quel secret, quel trouble venait-on lui confier à l'orée de la nuit? La neige avait recouvert la lande, étouffant Highmoor Hall sous un manteau d'ivoire. Les domestiques couraient dans les couloirs, préparant le grand bal d'hiver qui, pour la première fois depuis la mort de la duchesse, allait rassembler toute la noblesse du comté. Élise observait par la fenêtre les lumières qui s'allumaient dans le parc, le cœur battant d'appréhension et d'un trouble qu'elle n'osait nommer. Dans la salle de bal, l'air vibrait de murmures et de rires feutrés. Des dames en soie et en tulle faisaient nos bruire leurs robes. Les messieurs échangeaient des poignées de main guindées. Élise, reléguée à l'écart parmi les précepteurs et gouvernantes, se tenait droite, sa simplicité contrastant avec l'éclat des invités. Son regard s'attarda malgré elle sur Édouard Ashcombe, élégant dans son habit sombre, entouré de Lady Margaret et de quelques proches. Lady Margaret, toute de satin bleu et de bijoux, régnait sur l'assemblée d'un sourire glacé. La musique s'éleva, entraînant les couples sur la piste. Béatrice, impatiente, tira la main d'Élise. « Venez, mademoiselle, montrez-moi comment danser la valse. » Élise rit doucement, oubliant un instant les regards posés sur elle. Elle fit tournoyer la fillette sous les dorures, ses mains guidant les petites paumes tremblantes. Soudain, Édouard s'approcha, son visage empreint d'une gravité tendre. « Permettez-moi de vous aider, Béatrice. » Il effleura la main d'Élise en prenant la fillette, un contact si léger qu'il en devint brûlant. Leurs regards se croisèrent, porteurs d'une question muette et d'un trouble immédiat. Élise sentit un frisson, confus, déchiré, entre la raison et l'élan de son cœur. Plus tard, dans l'ombre d'une alcôve, Élise surprit une conversation entre Lady Margaret et Mrs. Dalton. Cette Française, elle ne sait pas tenir sa place, Édouard lui accorde trop d'importance.
Mrs. Dalton baissa la voix, venimeuse. « Je veille à ce qu'elle n'outrepasse pas ses droits, madame. Le duc a des devoirs envers sa famille et envers vous. » Élise détourna les yeux, blessée par la violence de ces mots, mais résolue à ne pas faiblir. Les jours suivants, la routine reprit son cours, mais rien n'effaça la tension née de ce bal. Henry et Béatrice, plus proches que jamais d'Élise, multipliaient les confidences et les jeux. Un matin, alors qu'elle a aidé Béatrice à boutonner sa robe, Édouard entra sans bruit. « Puis-je vous parler, mademoiselle Moreau ?» Sa voix s'était douce, presque hésitante. Dans la bibliothèque, il resta longtemps silencieux, le regard perdu dans les flammes. « J'ai peur d'oublier parfois, » avoua-t-il soudain. « Ma femme, elle était la lumière d'Highmoor. Depuis sa mort, je n'ai plus su comment avancer. » Élise, troublée, murmura. « Le deuil est un pays étrange. On s'y perd souvent. Mais vos enfants, ils ont besoin de lumière, eux aussi. » Édouard lui adressa un sourire triste, chargé de gratitude et d'une émotion qu'il ne savait nommer. « Merci, Élise, pour eux, pour tout. » À partir de ce jour, Édouard chercha la compagnie d'Élise plus souvent. Ils partageaient de rares moments de complicité, échangeant sur la littérature, la musique, ou sur les souvenirs d'enfance d'Élise à Paris. Un soir, alors que la neige tombait drue, il lui confia « Savez-vous, mademoiselle, que je n'ai jamais appris le français ?» Elle sourit, l'invitant à répéter quelques mots, leur voix s'unissant dans un rire étouffé. Mais chaque instant partagé semblait voler au-dessus d'un précipice, car la position d'Élise restait précaire, et l'ombre de Lady Margaret planait sur chaque geste, chaque regard. Lady Margaret multipliait d'ailleurs les visites, affichant sa présence auprès du duc, avec une autorité que nul n'osait contester. Un après-midi, elle surprit Élise au détour d'un couloir et lui lança, le ton tranchant. « Vous n'êtes ici qu'en passage, mademoiselle. N'oubliez pas que le duc a des devoirs envers sa famille et la société. » Élise répondit d'une voix posée. « Je n'aspire qu'à remplir mon rôle auprès des enfants, madame. » Mais son cœur se serra, humilié par la cruauté de la noblesse et l'abîme infranchissable de leurs conditions. Un soir, alors qu'Élise relisait une lettre de sa mère disparue, un bruit léger l'attira de sa rêverie. Une enveloppe, glissée sous la porte, portait son nom, une fois encore, en français. Elle hésita, la main tremblante. Le souvenir de la première lettre brûlée, de ce secret inconnu, la hanta. Elle pensa à demander conseil à Édouard, mais la peur de troubler la fragile paix qui s'installait entre eux l'en empêcha. Élise porta la lettre près de la cheminée. Son pouce caressa le papier, cherchant le courage d'en percer le mystère. Mais la prudence, mêlée de panique, fut la plus forte. Elle jeta l'enveloppe aux flammes, observant les volutes de fumée avaler les mots jamais lus. Dans le couloir, Missy Dalton, tapi dans l'ombre, avait surpris la conversation de la veille entre le duc et la gouvernante. Son regard dur se posa sur la porte close d'Élise. « Il faut que cela cesse », murmura-t-elle pour elle-même, déjà prête à alimenter les rumeurs auprès de Lady Margaret et du village. Tiraillée entre la tendresse naissante, la pression sociale et la menace diffuse de ces lettres, Élise sentit le sol se dérober sous ses pas. Édouard, lui, oscillait entre le devoir et l'espoir, conscient que tout, à Highmoor, pouvait s'effondrer à la moindre faute. Mais cette nuit-là, alors que la tempête battait les vitres et que l'écho des danses semblait encore flotter dans l'air, Élise se releva en sursaut. Un coup discret, presque suppliant, retentit à sa porte, qui, à l'heure où tous dorment, venait troubler la fragile paix de la gouvernante française. Les matins de février étaient durs et tranchants, la lumière froide glissant sur la pierre grise de Highmoor Hall. Dans les salons, le feu brûlait sans chaleur, tandis que l'atmosphère se tendait, saturée de chuchotements et de regards pesants. La famille du duc avait envahi la maison, tantes, cousins, oncles, aux favoris impressionnants, tous venus pour s'assurer qu'Édouard d'Ashcombe honore enfin ses devoirs. Le nom de Lady Margaret revenait dans chaque conversation, dans chaque allusion feutrée. Un midi, alors que le déjeuner touchait à sa fin,
La tante Augusta posa sa tasse avec ostentation. « Mon cher Edward, il est temps de penser à l'avenir. Lady Margaret est une épouse digne de Highmore, et les enfants ont besoin d'une mère. » Le duc pinça les lèvres, le regard fuyant. « Je vous remercie de votre sollicitude, tantée. » Sir Charles, le frère de la duchesse défunte, renchérit. « La mémoire de ma sœur serait honorée par cette union. Margaret est d'une moralité irréprochable. » Margaret, assise à la droite du duc, adressa à la tablée un sourire triomphant, puis tourna vers Édouard un regard doux, trop étudié. « Je ne souhaite que le bonheur de votre famille, Édouard. » Il lui répondit d'un signe de tête, tandis que son regard glissait vers la place vide d'Élise, retenue à l'étage avec les enfants. Dans la chambre d'études, Élise faisait réciter à Henry et Béatrice un poème anglais. Sa voix posée malgré le tumulte intérieur. Henry, d'ordinaire si fier, butait sur les rimes. « Recommence doucement, Henry, ferme les yeux, imagine la rivière qui coule, les arbres. » Henry inspira et, rassuré par la douceur d'Élise, reprit le vers, plus assuré. Béatrice, blottie contre sa poupée, chuchota. « Pourquoi êtes-vous triste aujourd'hui, mademoiselle ?» Élise lui caressa les cheveux, fuyant le regard curieux de la fillette. « Ce n'est rien, ma chérie. Parfois, la maison semble trop grande, voilà tout. » L'après-midi, la neige s'était faite pluie, détrempant la lande. Malgré le temps, Élise proposa une promenade en forêt, espérant apaiser la tension qui montait dans la maison. « Venez, nous irons jusqu'au vieux pont, voir si les jonquilles pointent sous les feuilles. » Henry, enthousiaste, courut devant, Béatrice trottinant à ses côtés. Les arbres, dépouillés, formaient des arches grises sur le chemin boueux. « Regardez, la rivière déborde !» s'écria Henry, s'approchant du bord, fasciné par les remous. Élise s'inquiéta. « Restez près de moi, Henry, le courant est fort. » Mais l'enfant, bravache, lança une branche qui disparut dans l'eau. « Je veux voir où elle va !» En un instant, son pied glissa sur une pierre moussue. Un cri, bref, déchira l'air. Henry bascula dans la rivière. Tout se passa dans un flou d'adrénaline. Élise se précipita, jetant son châle et ses chaussures, plongea sans réfléchir dans l'eau glacée. Béatrice, pétrifiée, hurlait à l'aide. Le courant happait Henry. Sa petite tête disparaissait, réapparaissait. Ses bras battaient l'air. Élise, portée par la peur, l'attrapa in extremis, agrippa la berge d'une main, le hissant à la force du désespoir. Ils roulèrent tous les deux sur la rive, haletants, transis. Henry toussa, pleura, puis s'accrocha à Élise de toutes ses forces. Le retour fut un chaos. Béatrice courait devant, sanglotant, tandis qu'Élise portait Henry à moitié, tremblant de froid. À l'entrée du parc, Mrs. Dalton surgit, affolée. « Que s'est-il passé? Où étiez-vous » Élise, hors d'haleine, balbutia. « Il a glissé la rivière. » Sans attendre, la gouvernante appela à l'aide. Bientôt, Édouard accourut, suivi de Margaret et de la famille. Il découvrit la scène. Henry, blême blotti contre Élise, Béatrice agrippée à sa jupe. Élise ruisselante, le visage marqué d'angoisse. Édouard s'agenouilla, sa voix brisée. « Henry, mon garçon, es-tu blessé ?» Henry hocha la tête, incapable de parler. Édouard se tourna vers Élise, la voix étranglée. « Vous lui avez sauvé la vie. » Il posa sa main sur la sienne, oubliant toute réserve, tout protocole. « Merci, je n'aurais pas supporté de le perdre. » Élise, bouleversée par cette tendresse soudaine, baissa les yeux, sentant le trouble l'envahir. Margaret s'approcha, la voix aiguë. « Quelle imprudence d'emmener les enfants près de la rivière. C'est irresponsable. » Édouard se releva, le regard sombre. « Ce n'est pas la faute de mademoiselle Moreau. Les enfants ont besoin d'air, surtout après ces semaines enfermées. » La tension monta. Margaret croisa les bras, outrée par cette défense. Il n'est pas convenable qu'une gouvernante prenne tant de liberté. Élise tremblante, s'efforça de répondre d'une voix calme. « Je suis désolée, madame. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise pas. » Mais Édouard ne laissait plus place au doute. « Nous avons tous des torts. Mais aujourd'hui,
C'est à mademoiselle Moreau que nous devons la vie d'Henry. » Dans les jours qui suivirent, Henry resta alité, surveillé par le médecin. Élise veillait à son chevet, lui lisant des histoires, l'aidant à boire ses tisanes. Parfois, Edward venait s'asseoir dans l'ombre, silencieux. Un soir, alors que la maison dormait, il entra dans la chambre d'Henry, trouvant Élise assoupie, la main dans celle de l'enfant. Il murmura « Je ne sais comment vous remercier. Vous êtes bien plus que ce que j'aurais pu espérer pour mes enfants. » Élise ouvrit les yeux, confuse, émue. « Je n'ai fait que ce que toute mère aurait fait. » Le regard d'Edward s'adoucit, révélant une fragilité rare. « Vous n'êtes pas leur mère, et pourtant, vous faites plus pour eux que quiconque. » Un silence lourd s'installa, porteur de 1000 aveux tus. Mais Élise, consciente du gouffre qui les séparait, se força à garder ses distances. Les jours suivants, elle évita les regards d'Edward, se replia sur ses tâches, limita ses échanges au strict nécessaire. Béatrice, percevant la tension, demanda un soir, la voix tremblante. « Mademoiselle Élise, vous allez partir ?» Élise serra la fillette contre elle. « Je suis là, ma chérie. Je ne vous abandonnerai pas. » Mais dans son cœur, le doute grandissait. La tension entre elle et Margaret devint palpable. Un matin, Margaret la rejoignit dans le couloir, le sourire tranchant. « Le duc est un homme de devoir, mademoiselle. Il ne se laissera pas distraire par des élans de gratitude. » Élise répondit, la voix basse mais ferme. « Je n'ai jamais cherché à détourner le duc de ses devoirs. » Margaret haussa les épaules, méprisante. Les domestiques n'ont pas à oublier leur place. Élise encaissa sans broncher, mais la morsure de l'humiliation se fit plus vive. La famille poursuivait la pression. Lors d'un dîner, Augusta lança le ton solennel. « Il serait sage d'annoncer vos fiançailles, Edward. La saison avance, et la maison a besoin de stabilité. » Edward fixa son assiette, la mâchoire crispée. Margaret posa une main sur la sienne, théâtrale. « Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour Highmoor. » Un murmure d'assentiment parcourut la table. Dans la nuit, Edward erra dans la bibliothèque, incapable de trouver le sommeil. Ses pensées revenaient sans cesse à Élise, sa bravoure, sa douceur, la lumière qu'elle avait redonnée à ses enfants, et ce sentiment brûlant qu'il n'osait nommer. Il savait ce que l'on attendait de lui, le devoir qui pesait sur ses épaules depuis la mort de la duchesse. Mais chaque fois qu'il croisait le regard d'Élise, il sentait la résolution lui échapper, la tentation de tout bouleverser, le gagner. Élise, elle aussi, luttait contre elle-même. Au fond de sa petite chambre sous les toits, elle se souvenait de la main du duc serrant la sienne, de sa voix bouleversée, de la chaleur étrange qui l'avait envahie. Mais elle songeait aussi à Margaret, à la famille ducale, à la société qui ne pardonnerait jamais un tel écart. Elle se répétait « Ce n'est qu'une reconnaissance, rien de plus. » Mais la nuit, son cœur battait trop fort pour qu'elle s'en persuade. Quelques jours plus tard, alors que la convalescence d'Henry touchait à sa fin, Edward la croisa dans le corridor. Il s'arrêta, les yeux brillants d'une émotion mal contenue. « Élise. » Il hésita, puis à mi-voix. « Je ne peux plus feindre d'ignorer ce que je ressens. » Élise recula d'un pas, la voix tremblante. « Vous ne devez pas dire cela, monsieur. Ce n'est pas possible. » Mais Edward avança, son regard franc. Rien n'est jamais écrit d'avance. Un bruit de pas dans l'escalier les sépara brusquement. Margaret apparut, le visage fermé. « Edward, on vous attend au salon. » Il s'éloigna, contraint, laissant Élise seule, le souffle court. Ce soir-là, Élise s'attarda auprès de Béatrice et d'Henry, tentant de se convaincre que sa place était auprès d'eux, rien de plus. Mais dans l'ombre du grand escalier, Margaret l'observait, déterminée à écraser la moindre étincelle d'espoir. Au cœur de la nuit, un vent nouveau s'éleva sur Highmoor Hall, soulevant les rideaux, chuchotant à l'oreille de ceux qui n'osaient s'avouer la vérité. Le fragile équilibre de la maison menaçait de basculer. Quel événement viendrait, au matin, précipiter le destin d'Élise et d'Edward? La nuit du bal s'annonçait somptueuse, auréolée d'or et de lumière. Mais dans le cœur d'Élise,
l'inquiétude pesait plus lourd que les lourds rideaux cramoisis des salons. Dès l'aube, Highmoor Hall s'était transformé en fourmilière, domestiques courant sous les ordres de Mrs. Dalton, musiciens accordant leurs instruments, traiteurs dressant d'interminables buffettes. Élise, reléguée avec le personnel, observait l'agitation d'un œil détaché, consciente que sa place ne serait jamais sur les parquets cirés, mais dans l'ombre des coulisses. Depuis la galerie qui surplombait la salle de bal, elle assistait au spectacle que la société attendait depuis des semaines. Edward Ashcombe, droit dans son habit sombre, offrait son bras à Lady Margaret. Celle-ci, resplendissante en robe ivoire, arpentait la salle avec la certitude des reines. Les invités s'inclinaient, les regards suivaient chacun de leurs gestes. « Comme ils sont beaux ensemble, n'est-ce pas ?» glissa Mrs. Dalton à une femme de chambre, non sans lancer à Élise un regard appuyé. Élise détourna les yeux, s'efforçant de se convaincre que tout cela ne la concernait pas. La musique s'éleva, emplissant la salle d'une valse lente et solennelle. Edward et Margaret s'élancèrent, parfaits dans la chorégraphie attendue. Mais, derrière la façade, les tensions grondaient. Margaret serrait la mâchoire. Edward gardait le regard lointain, visiblement ailleurs. Dans la pénombre de la galerie, Henry et Béatrice, costumés pour la fête, rejoignirent Élise. « Pourquoi ne danses-tu pas, mademoiselle ?» chuchota Béatrice, les yeux brillants d'envie. Élise se força à sourire. « Les gouvernantes ne dansent pas, ma chérie. Nous veillons sur ceux qui s'amusent. » Un soudain fracas coupa la musique. Un chandelier, accroché par la traîne d'une invitée, vacilla puis s'effondra, projetant des éclats de lumière et de peur. Les cris fusèrent. Les domestiques accoururent pour éteindre le début d'incendie. Dans la confusion, Edward quitta précipitamment la piste, laissant Lady Margaret seule au milieu de la salle. Profitant de l'agitation, il gravit les marches vers la galerie. Il trouva Élise à l'écart, les enfants serrés contre elle. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, la voix haletante. « Nous n'avons rien, monsieur, » répondit Élise, troublée par cette sollicitude inattendue. Edward s'approcha, son regard se faisant plus doux, plus sincère qu'elle ne l'avait jamais vu. « Je déteste ces bals, » avoua-t-il à mi-voix. « Tout y est calcul, convenance, faux semblant. J'y suffoque. » Élise hésita, puis murmura. « Il est difficile d'être soi-même quand la société attend autre chose de nous. » Il la dévisagea, ému par la justesse de ses mots. « J'ai l'impression de n'avoir jamais choisi ma vie. On m'a imposé un rôle, et je m'y perds, Élise. » Elle détourna les yeux, son propre chagrin affleurant. « Moi, je n'ai jamais eu de rôle à jouer. On m'a tout refusé, même l'illusion de la légitimité. » Édouard tendit la main, effleurant la sienne. « Vous valez bien plus que tout ce qu'ils croient. » Un silence fragile s'installa, rompu par la voix aigre de Mrs. Dalton. « Monsieur le duc, on vous réclame en bas. » Edward se redressa, retrouvant le masque du duc, mais ses yeux restèrent posés sur Élise, lourds de tout ce qu'il ne pouvait dire. La soirée reprit son cours, mais les regards se faisaient plus insistants. Dans les couloirs, Élise surprit des chuchotements, des éclats de rires étouffés. « Elle n'est même pas née du bon côté de la Manche, dit-on. Il paraît que son père n'a jamais reconnu sa naissance. Une bâtarde, ici, le duc perd la tête. » La rumeur enfla, portée par la jalousie de Margaret, le zèle de Mrs. Dalton et la cruauté du monde. Béatrice, bouleversée, courut retrouver Élise dans la petite bibliothèque. « Mademoiselle, pourquoi les dames disent-elles que vous n'avez pas de vrai nom ?» Élise serra la fillette contre elle, la voix tremblante. « Parce que certaines personnes n'aiment pas ce qui leur est étranger, mon ange, mais cela ne change rien à ce que je ressens pour vous. » La nouvelle parvint vite à Edward, alors que Lady Margaret, triomphante, l'interceptait près du grand escalier. Voilà ce qui arrive quand on laisse entrer n'importe qui. Une gouvernante illégitime, c'est un scandale, Edward. Pensez à vos enfants, à votre nom. Edward, las, sentit la colère l'envahir. Ce qui serait un scandale, Margaret, ce serait de juger une âme sur son origine. Élise est digne de respect.
Elle a sauvé mon fils. Elle a ramené la joie à Highmoor. Et le ton monta, les convives s'arrêtèrent, suspendus à ces mots. Quiconque insultera ma gouvernante ou ses origines n'a plus sa place ici, proclama-t-il, la voix ferme. Un silence de plomb s'abattit. Margaret, livide, le défia du regard. Tu oses prendre le parti d'une étrangère contre ta propre famille. Edward ne sia pas. Je prends le parti de la justice. Les chuchotements redoublèrent, la famille Ashcombe se replia, vexée, autour de Margaret. Les domestiques, eux, échangèrent dans des regards stupéfaits. Élise, dans l'ombre du vestibule, avait tout entendu. Son cœur battait la chamade, mêlant gratitude, crainte et espoir. Lorsque la fête toucha à sa fin, Élise retourna dans sa chambre, le visage encore brûlant de l'affront public et du geste courageux d'Edward. Elle savait que plus rien ne serait comme avant. Mais au matin, tout Highmoor parlerait. La bâtarde française, le duc rebelle, la famille offensée. Dans l'obscurité, une main discrète glissa une enveloppe sous sa porte. Élise, le souffle court, hésita à l'ouvrir. Cette fois, le secret contenu dans ces lignes pourrait changer le destin de tous. Et au rez-de-chaussée, Edward fixait la nuit par la fenêtre, décidé à ne plus laisser la peur ou la honte guider ses choix. Mais quel prix faudrait-il payer pour une vérité et un amour qui défiant les règles du monde? La pluie battait les vitres avec la violence d'un cœur tourmenté. Highmoor Hall, en proie à l'orage, semblait vaciller sur ses fondations. Dans la pénombre de la bibliothèque, Élise veillait sur Béatrice, endormie dans un fauteuil, victime d'une fièvre passagère. Les éclairs jetaient sur les murs des ombres mouvantes, et le tonnerre résonnait comme un écho de ses propres angoisses. Depuis la nuit du bal, la rumeur n'avait cessé d'enfler. Partout, dans la maison comme au village, on murmurait sur la naissance d'Élise, sur le scandale d'une gouvernante étrangère protégée par le duc. La tension était palpable, chaque sourire chargé d'ambiguïté, chaque silence plus lourd qu'un reproche. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui l'attendait ce soir-là. On frappa à la porte. Élise, surprise, ouvrit sur un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais dont l'air la troubla aussitôt. Il portait un manteau sombre, le visage marqué par l'âge et l'amertume, les yeux brillants d'un éclat malsain. « Pardonnez mon intrusion, mademoiselle Moreau. Je suis monsieur Armand Duval, autrefois ami de votre défunte mère. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle chercha ses mots, la voix incertaine. « Que me voulez-vous » Duval s'approcha, un sourire mauvais aux lèvres. « Je n'ai pas oublié les dettes de votre mère, ni les secrets qu'elle emportait. Savez-vous ce que dirait le village si j'évoquais votre origine? Ce que deviendrait votre place ici? » Le souffle court, Élise se raidit. « Je n'ai rien à cacher. » Mais Duval se pencha, murmurant. « Il suffit d'un mot, d'une lettre. Croyez-moi, mademoiselle, je saurai trouver des oreilles avides de scandale. Je ne demande qu'une chose, argent ou vos faveurs. » Élise recula, indignée, une peur glacée courant sous sa peau. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix retentit dans l'embrasure. « Sortez d'ici immédiatement. » Edward, le visage fermé, s'était glissé sans bruit. Son regard de glace transperça Duval. « Vous osez menacer ma gouvernante sous mon toit. » Duval tenta de se redresser, bravache. « Je ne fais qu'exiger justice. » Edward s'approcha, autoritaire. « Il n'y aura pas de chantage ici. Si vous prononcez encore le nom de mademoiselle Moreau, je vous ferai expulser du comté. » Duval hésita, puis, face à la résolution du duc, recula, lançant à Élise un dernier regard venimeux avant de disparaître dans la nuit. Le silence retomba, brisé seulement par la respiration haletante d'Élise. Édouard la regarda, les traits adoucis par l'inquiétude. « Pardonnez-moi, Élise. J'aurais dû prévoir que le passé de votre famille pouvait vous rattraper. » Elle secoua la tête, retenant ses larmes. « Ce n'est pas votre faute. Je savais que le monde finirait par m'humilier. » Il s'approcha, hésitant, et posa doucement une main sur son épaule. « Je vous défendrai toujours. » Elle releva les yeux vers lui, bouleversée par cette loyauté inattendue.
Mais la porte s'ouvrit à nouveau. Mrs. Dalton, attiré par le tumulte, jeta un regard soupçonneux. « Tout va bien, monsieur le duc ?» Edward se raidit, retrouvant la distance imposée par le rôle. « Oui, Mrs. Dalton. Veuillez raccompagner monsieur Duval jusqu'au village. » Mrs. Dalton acquiesça, non sans interroger Élise d'un regard insistant. Le calme revenu, Élise tenta de reprendre ses esprits. Mais la nuit ne fit qu'accroître son malaise. Au petit matin, la nouvelle de la visite de Duval courait déjà dans la maison. Les domestiques chuchotaient. Certains invités de passage échangeaient des regards entendus. Henry, sensible à l'agitation, demanda à Élise « Pourquoi les gens sont-ils méchants avec vous ?» Elle lui sourit, le cœur serré. « Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, mon chéri. Mais il ne faut jamais avoir honte de qui l'on est. » Dans la journée, Edward la croisa dans le corridor. Il s'arrêta, visiblement tendu. « Élise, puis-je vous parler en privé ?» Ils gagnèrent la serre, baignés d'une lumière grise. Edward semblait lutter contre lui-même. « Je ne tolérerai plus que quiconque vous attaque, Élise. Vous n'avez rien fait de mal. » Elle détourna les yeux, la voix étranglée. « Cela n'a pas d'importance. Vous devez penser à votre nom, à vos enfants. Je ne veux pas être la cause d'un scandale. » Edward la fixa, les mains tremblantes. « Est-ce ce que vous croyez? Que votre présence est un danger ?» Élise sentit ses barrières céder. « Je sais que je n'ai pas ma place ici. Je l'ai toujours su, mais je ne supporte pas l'idée que les enfants, que vous, souffriez à cause de moi. » Edward s'approcha, la voix basse. « Ne dites pas cela. Vous êtes la lumière de cette maison. Vous. » Il s'interrompit, pris d'un trouble soudain. Leurs regards se croisèrent. Une tension électrique les lia. Élise sentit son souffle se suspendre, le monde rétréci à la distance minuscule entre eux. Mais la porte s'ouvrit brusquement. Lady Margaret apparut, les yeux durs. « Le dîner est servi, Edward. » Il recula, la mâchoire crispée, puis s'éloigna, laissant Élise seule, tremblante. La nuit tomba, lourde et menaçante. Un orage éclata, secouant la vieille bâtisse de ses grondements. Élise erra dans les couloirs, incapable de trouver le sommeil. Au détour de la galerie, elle tomba sur Edward, qui, immobile devant une fenêtre, contemplait la pluie. Il se tourna vers elle, les yeux brillants d'un éclat fiévreux. « Je n'arrive plus à dormir. » Elle hocha la tête, s'approchant. « Moi non plus. » Il hésita, puis laissa tomber le masque. « Je n'ai jamais voulu cela, Élise, ni pour vous, ni pour moi. Je me bats chaque jour contre ce que l'on attend de moi, contre ce que je ressens. » Elle retint son souffle. Il poursuivit, la voix brisée. « Vous êtes entré dans ma vie sans bruit, et depuis, je n'ai plus de paix. » Élise sentit les larmes monter. « Je comprends. » « Mais il n'y a pas de place pour nous, pas ici. » Edward posa la main sur la rambarde, les jointures blanches. « Si je cédais, je détruirais tout ce que j'ai juré de protéger. Mes enfants, le nom des Ashcombe. Je ne peux pas. » Il fit un pas vers elle, effleurant sa joue du bout des doigts. « Mais je ne peux pas vous perdre non plus. » En silence absolus abattis, seulement brisés par la fureur du vent. Leurs visages n'étaient été séparés que par un souffle. Mais au dernier instant, Edward recula brusquement, comme brûlé. « Pardonnez-moi, Élise, je ne devrais pas. » Il tourna les talons, disparaissant dans l'ombre, la laissant seule au milieu de la tempête. Élise resta là un long moment, le cœur au bord de l'éclatement. Puis elle regagna sa chambre, s'effondra sur le lit, secouée de sanglots silencieux. Le lendemain, le ciel était lavé, mais la décision d'Élise mûrissait déjà. Pour protéger les enfants, pour sauver ce qui pouvait l'être du nom d'Ashcombe, il lui faudrait partir. S'effacer avant que l'orage ne détruise tout. Elle commença à rassembler ses affaires, les mains tremblantes, consciente qu'un adieu approchait. Mais alors qu'elle rangeait la dernière lettre anonyme dans son sac, un bruit discret retentit à sa porte. Une voix familière, à peine plus qu'un souffle, glissa dans le couloir. « Élise, pouvez-vous m'accorder un instant ?»
Dans l'ombre, le destin attendait sa réponse. Le printemps n'apporta aucun renouveau à Highmoor Hall. Au contraire, l'air semblait plus lourd, saturé de chuchotements et de regards évités. Lady Margaret, blessée dans son orgueil et décidée à écraser toute concurrence, se fit reine du poison. Elle distilla chaque jour de nouvelles calomnies sur Élise, s'assurant que les dames du comté, les domestiques, jusqu'aux fournisseurs du village, sachent qu'une gouvernante française, sans nom ni fortune, n'était qu'une parvenue avide d'ascension. La rumeur devint marée. On murmurait que la mère d'Élise avait été courtisane, que la jeune femme avait séduit le duc par intérêt, que même les enfants n'étaient plus en sécurité près d'elle. Les invitations pour les promenades et les leçons en société cessèrent brusquement. Les servantes détournaient le regard quand Élise entrait. Quelques rires étouffés suivaient ses pas dans les couloirs. Béatrice et Henry, effrayés par la violence des adultes, se réfugiaient plus que jamais auprès de leur gouvernante, mais même eux sentaient que le monde se fissurait. Un matin, Élise trouva dans la salle d'études son portrait griffonné de mots cruels, laissé par une main anonyme. Elle serra la feuille contre elle, tentant de retenir ses larmes. Elle se força à sourire à Béatrice qui s'approchait, inquiète. « Ne pleurez pas, mademoiselle. Je vous aime, moi. » souffla la fillette en lui prenant la main. Mais la pression monta encore. La famille Ashcombe, déjà meurtrie par le scandale, exigea d'Edward qu'il agisse. Les oncles, les tantes, même la vieille Augusta, ne parlaient plus que de respectabilité, de nécessité d'étouffer l'affaire. Édouard, épuisé, cerné par les attentes, s'isola chaque soir dans la bibliothèque, incapable de trouver le sommeil. Il songeait à Élise, à ses enfants, à son devoir. Mais chaque lettre de la famille, chaque visite de Margaret resserrait la corde autour de son cou. Un soir, Lady Margaret prit les devants. Au cours d'un dîner, alors que le service s'achevait dans le silence, elle se leva, le visage grave. « Lord Ashcombe, je ne saurais tolérer plus longtemps que la réputation de votre nom soit souillée. Il est temps d'annoncer officiellement ce que le comté attend. » Tous les regards convergèrent vers Edward. Il sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules. Lentement, il se leva, cherchant désespérément Élise du regard. Mais elle n'était pas là, reléguée parmi les domestiques. Sa voix, rauque, fendit le silence. « J'ai l'honneur d'annoncer mes fiançailles avec Lady Margaret Pembroke. » Un murmure d'approbation parcourut la salle, vite suivi de félicitations. Margaret sourit, triomphante, mais Edward resta figé, le regard vide, le cœur broyé. Dans sa petite chambre, Élise sentit son univers s'effondrer. Les mots d'Edward lui parvinrent comme un glas. Elle s'assit sur le lit, la gorge nouée, incapable de pleurer. Tout était fini. Il ne lui restait plus qu'à partir, à disparaître avant d'être chassée plus ouvertement. Au lever du jour, elle plia ses quelques affaires dans une valise usée, rangea les livres d'enfants, glissa dans son corsage la seule lettre qui lui restait, jamais ouverte, par crainte. Elle descendit prudemment l'escalier de service, espérant échapper à tout regard. Mais Béatrice, réveillée par l'agitation, la surprit dans l'entrée. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Mademoiselle Élise, vous partez? Vous nous laissez ?» Élise s'agenouilla, la gorge serrée. « Je n'ai pas le choix, mon ange. Il faut que je parte pour que vous soyez heureux ici. » Béatrice secoua la tête avec force. « Non, je vais le dire à papa. Il ne veut pas que vous partiez. » Avant qu'Élise ne puisse l'en empêcher, la fillette s'élança dans l'escalier, criant « Papa, papa, viens !» Edward, alerté, descendit précipitamment, suivi par Lady Margaret et Mrs. Dalton. Il découvrit Élise, valise à la main, les yeux rougis. « Où allez-vous » Élise baissa les yeux. « Je dois partir, monsieur. Ce n'est plus supportable. Je ne veux pas causer plus de mal à vos enfants, ni à votre nom. » Edward hésita, déchiré. Son regard croisa celui de Béatrice en larmes, qui supplia. « Papa, retiens-la, s'il te plaît. » Mais la foule était déjà là. Margaret se drapant dans sa dignité. Mrs. Dalton, le visage fermé. Les domestiques se rassemblaient, avides de scandale. Margaret s'avança, le ton tranchant. « Il est grand temps, mademoiselle, que vous quittiez Highmoor. »
Votre présence n'a plus rien de tolérable. » Élise ravala son humiliation, se tourna une dernière fois vers Edward, espérant un mot, un geste. Mais il resta muet, prisonnier de son choix, de sa peur. Alors qu'elle franchissait le seuil, Mrs. Dalton, restée en arrière, fouilla dans le tiroir du petit bureau de l'entrée. Elle tomba sur un double du cachet d'une des lettres qu'Élise avait brûlées, par méfiance. Intriguée, elle lut rapidement les quelques lignes restées intactes. Son visage blêmi de stupeur. Plus tard, dans l'intimité de son bureau, Mrs. Dalton reconstitua le contenu des lettres perdues. Elles ne contenaient pas d'accusation, mais la vérité. Élise était la fille légitime d'un noble Français, le comte de Saint-Clair, exilé lors des troubles politiques. Sa mère, avant de mourir, avait voulu lui transmettre la preuve de sa naissance, de son droit à un nom et à une fortune. Les lettres portaient le cachet du comte, son testament, sa bénédiction. Missy. Dalton resta figée, bouleversée. Elle comprit que tout ce qui avait été dit contre Élise n'était que mensonge, jalousie, ignorance. Sa place à Highmore était légitime, plus encore que celle de bien des convives de Lady Margaret. Mais il était trop tard. Élise, seule sur le chemin de la lande, avançait sous la pluie, sans savoir que la vérité qu'elle avait tant redoutée pouvait, enfin, bouleverser son destin. Et tandis que le vent charriait les premières gouttes d'orage, une silhouette familière se dressa à l'horizon, prête à tout pour empêcher l'irréparable. Le destin d'Élise, d'Edward et des enfants de Highmore n'avait pas encore livré son dernier mot. La pluie tombait sans répit sur la lande, martelant les vitres de Highmore Hall et effaçant les traces du départ d'Élise. Dans le grand salon, le silence était oppressant, rompu seulement par les sanglots étouffés de Béatrice. Édouard, debout près de la cheminée, fixait la porte close, son esprit en tumulte. Il revoyait le visage d'Élise, ses yeux pleins de tristesse et de dignité, lorsqu'elle avait quitté la maison, sa valise à la main, sous les regards implacables de la famille et des domestiques. Henry entra timidement, tenant la main de sa sœur. « Papa, mademoiselle Élise est partie pour toujours. » La voix tremblante de l'enfant acheva de briser la résolution d'Edward. Il comprit, dans une fulgurance douloureuse, que s'il la laissait partir, il perdrait non seulement la femme qu'il aimait, mais aussi la lumière qui avait redonné vie à ses enfants. Il attrapa sa cape, ouvrit la porte sur la pluie battante et s'élança dans la nuit, sans se soucier des convenances ni des regards. Chaque pas dans la boue était une prière silencieuse, un appel désespéré. Il savait, par un mot volé à Mrs. Dalton, qu'Élise avait pris la direction de la gare, espérant monter dans le premier train pour Londres. La gare de Wycliffe, modeste bâtisse de briques rouges, n'était qu'à quelques miles. Le vent hurlait dans les arbres, la pluie fouettait le visage d'Élise alors qu'elle attendait, seule, sur le quai désert. Sa valise était à ses pieds, ses mains tremblaient. Le train n'arriverait qu'au lever du jour, mais elle n'osait pas rebrousser chemin, de peur que son courage ne l'abandonne. Dans la lumière blafarde des réverbères, elle songeait à Edward, à Béatrice, à Henry, à tout ce qu'elle abandonnait. Son cœur la suppliait de rester, mais la raison lui murmurait qu'elle ne pouvait devenir la cause de leur ruine. Des pas précipités résonnèrent sur les planches du quai. Élise se retourna, le souffle coupé. Edward apparut, ruisselant, le regard habité d'une fièvre qu'elle ne lui connaissait pas. « Élise !» Elle voulut fuir, mais il l'atteignit en deux enjambées, attrapa sa main, s'agenouilla presque devant elle. « Ne partez pas, je vous en supplie. Je ne peux pas vivre sans vous. » Elle secoua la tête, les larmes se mêlant à la pluie. « Vous ne devez pas dire cela. Votre famille, vos enfants, votre nom. J'ai tout détruit en venant ici. » Edward serra ses mains dans les siennes, sa voix rauque de désespoir. « Non, c'est vous qui avez tout sauvé. Vous m'avez rendu mes enfants, mon cœur, mon âme. Je vous aime, Élise. Je vous aime comme je n'aurais jamais cru aimer de nouveau. » Elle détourna les yeux, submergée. « Si je reste, je vous condamne au scandale. Lady Margaret, la société. Ils ne me pardonneront jamais. » Il posa son front contre le sien, sa voix tremblante d'émotion.
qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je ne veux plus vivre sans vous. Je suis prête à tout perdre, mais pas vous. » Un sanglot la secoua. Elle murmura. « Je ne suis rien. Je n'ai ni nom, ni fortune. Rien que mon amour pour vous. » Édouard la serra contre lui, la pluie les noyant dans un même abandon. « C'est tout ce que je veux. » Mais déjà, au loin, le sifflet du train se fit entendre. Élise ferma les yeux, tentée par la fuite, le soulagement de disparaître à jamais. Elle voulut se dégager, mais Édouard refusa de la lâcher. « Je t'en prie, Élise, ne me quitte pas. » Au même instant, une silhouette surgit de l'obscurité, haletante. Mrs. Dalton, trempée jusqu'aux os, brandissait une enveloppe, la dernière lettre rescapée des flammes. « Monsieur le duc, il faut que vous lisiez ceci. » Édouard, surpris, prit la lettre. Le cachet de cire, brisé, portait le blason d'un comte français. D'une main fébrile, il lut à voix haute. « Je reconnais Élise Moreau comme ma fille légitime, née du mariage contracté avec Marguerite Lenoir, et lui lègue tous mes droits et ma fortune, ainsi que mon nom, comte de Saint-Clair, exilé. » Le silence s'abattit. Élise, tétanisée, sentit la vérité la traverser comme un éclair. Édouard la regarda, bouleversé. « Élise, vous êtes noble, vous êtes la fille d'un comte. » Elle balbutia, incrédule. « Je n'ai jamais su. Ma mère ne m'a jamais rien dit. » Mrs. Dalton s'approcha, émue. « Votre mère avait tenté de vous protéger. Ces lettres étaient la preuve de votre naissance. » Édouard se redressa, l'espoir brillant dans ses yeux. « Plus rien ne nous sépare, ni la société, ni la famille, ni la fortune. Vous n'êtes pas moins que moi. » Élise sentit la force de ces mots, mais son cœur hésitait encore. « Ce n'est pas une question de rang, Édouard. C'est la peur de tout perdre, de vous perdre. » Il prit son visage entre ses mains, le regard brûlant. « J'ai eu plus peur en vous perdant qu'en affrontant le monde entier. » Elle éclata en sanglots, se réfugia dans ses bras. La pluie s'était apaisée. Le train ralentissait à l'approche du quai. Édouard murmura, la voix pleine de promesses. « Revenez à Highmore, Élise. Venez à la maison. » Elle leva les yeux vers lui, un sourire timide naissant au milieu des larmes. « Si vous me le demandez encore. » Il l'embrassa, doucement, comme un serment. Mrs. Dalton, à l'écart, essuya une larme, émue malgré elle. Mais, alors que le train sifflait, des voix portées par le vent s'élevaient déjà dans la nuit. Dans les salons illuminés de Highmore, la famille Ashcombe, Lady Margaret et tout le comté attendaient, prêts à juger, à condamner, ou à s'incliner devant un amour plus fort que les convenances. Le retour d'Élise signerait-il la renaissance de Highmore ou l'aube d'un nouveau scandale? Dans l'aube naissante, rien n'était encore écrit. La nouvelle du retour d'Élise à Highmore Hall se répandit aussi vite que la lumière au matin d'orage. Quelques heures à peine après son arrivée, le scandale éclata dans toute sa violence. Dans le salon d'apparat, la famille Ashcombe, rassemblée autour de Lady Margaret, attendait Édouard de pied ferme. Les visages étaient fermés, les lèvres pincées. La colère et la honte se disputaient la place dans chaque regard. Lady Margaret, debout au centre, tenait son éventail comme une arme. « J'exige des explications, Édouard. Est-il vrai que cette femme est de retour sous votre toit? Après tout ce qui a été dit, après l'humiliation que vous m'avez infligée devant le comté. » Édouard, droit face à elle, ne chercha pas à se défendre. « Élise a toute légitimité à être ici. Elle est la fille du comte de Saint-Clair. J'ai commis l'erreur de la laisser partir. Je ne la referai pas. » Le silence s'abattit, brisé seulement par la voix blanche de Lady Margaret. « Vous osez préférer une gouvernante, une étrangère, à votre devoir, à votre nom. » Il répondit avec une douceur ferme. « Ce n'est plus une gouvernante, ni une étrangère. C'est la femme que j'aime et celle que j'ai choisi d'épouser. » La déclaration fit l'effet d'une gifle. Lady Margaret pâlit, puis laissa tomber son éventail. « Je refuse ce mariage. Jamais je ne tolérerai pareille humiliation. Le comté entier se rira de vous, Édouard Ashcombe. » Elle quitta la pièce d'un pas raide, suivie de quelques membres de la famille, scandalisés.
Augusta, la tante acariâtre, lança à Édouard un regard chargé de reproches. « Vous ruinez le nom des Ashcombe pour une caprice sentimentale. » Édouard laissa passer la tempête, se contentant de répondre d'une voix calme. « C'est mon choix. Je l'assume pleinement. » Dans le village, la rumeur enflait. Certains, par fidélité à Lady Margaret, parlaient de trahison, de déshonneur. D'autres, plus simples, se souvenaient d'Élise penchée sur les enfants, attentive aux plus pauvres, ou racontant des histoires au coin du feu. Le vicaire, homme au regard doux, prit la parole lors du service dominical. « Que celui qui n'a jamais jugé à tort jette la première pierre. L'amour n'a de frontières que celle que nous lui imposons. » La voix du vicaire porta au-delà des bancs de l'église, semant le doute et l'espoir. À Highmoor, Élise vivait ses heures dans une tension indicible. Les couloirs semblaient en plus longs, les regards plus lourds. Pourtant, auprès des enfants, tout était naturel. Henry défiait quiconque osait médire d'elle. Béatrice lui glissait des fleurs dans les cheveux, en murmurant « Tu es la plus belle, mademoiselle Élise. » Un soir, Édouard rejoignit Élise dans la roseraie, loin des regards. La lune baignait le jardin d'une lumière laiteuse. « Élise, je ne peux rien vous promettre qu'une vie semée d'embûches. Il y aura toujours des murmures, des jugements. Mais je vous aime. » Elle se détourna, émue. « Je n'ai jamais cherché la facilité, Édouard. J'ai affronté la honte, la solitude, le mépris. Ce que je redoute, ce n'est pas la rumeur, c'est de vous perdre. » Il s'approcha, prenant ses mains. « Alors ne me quittez plus. » Elle releva les yeux, une larme roulant sur sa joue. « Si vous êtes certain. » Il la coupa, la voix vibrante. « Rien n'a jamais été aussi certain pour moi. » Le lendemain, Édouard fit publier dans le comté l'annonce officielle de ses fiançailles, avec Élise de Saint-Clair. La famille Ashcombe, furieuse, tenta d'obtenir l'annulation, d'exclure Élise du domaine. Mais la légitimité de sa naissance, établie par la lettre du comte et la volonté ferme du duc, rendirent toute opposition vaine. Les domestiques, d'abord réticents, se rallièrent à la nouvelle maîtresse, touchée par sa bonté et son courage. Le vicaire se présenta, un sourire bienveillant aux lèvres. « Mademoiselle Élise, accepteriez-vous de me laisser bénir votre union ?» Elle rougit, émue. « C'est moi qui vous en remercie, monsieur. » Le jour de la cérémonie, la moitié du village était massée devant l'église. Les murmures persistaient. Certains visages restaient fermés, mais beaucoup souriaient, émus par cette histoire hors du commun. Henry portait fièrement l'anneau. Béatrice jetait des pétales de rose sur le chemin d'Élise. Au moment où Édouard prit la main d'Élise devant l'autel, il prononça d'une voix claire « Je prends pour épouse Élise de Saint-Clair, devant Dieu, mes enfants et ceux qui croient encore à la force du cœur. » Le vicaire bénit l'union. Un frisson parcourut l'assemblée. Henry et Béatrice, rayonnants, se jetèrent dans les bras de leur nouvelle mère. Dans la cour de Highmoor, la fête battit de son plein. Les enfants dansaient, les domestiques riaient. Élise, serrée contre Édouard, sentit pour la première fois que sa place n'était plus contestée. Elle croisa le regard de Mrs. Dalton, qui lui adressa un signe d'assentiment, comme un dernier obstacle effacé. Mais au loin, derrière les sourires, des regards jaloux et des lèvres amères, rappelaient que la victoire n'était jamais complète. Pourtant, pour ce soir, rien ne pouvait ternir la lumière retrouvée. La nuit s'étendit sur Highmoor, porteuse de promesses et de nouveaux défis. Car dans les ombres, un secret oublié attendait encore d'être révélé. Le mariage d'Élise et d'Édouard, célébré sous les voûtes de pierre de la petite église de Highmoor, fit l'effet d'un séisme dans tout le comté. Les vieilles familles, choquées de voir une gouvernante, même reconnue noble, s'asseoir au bras du duc, murmurèrent longtemps. Encore sur ce scandale. Mais au cœur de Highmoor Hall, un vent de renouveau soufflait, balayant la poussière des rancœurs et des convenances. Dès le premier matin, Élise prit sa place non comme une intruse, mais comme une maîtresse attentive. Elle rejoignit Béatrice et Henry dans la salle d'études, transformant chaque leçon en aventure. Les enfants,
libérées de la peur et du deuil, s'épanouissent, et même Mrs. Dalton, qui avait tant résisté, finit par admettre, à demi-mot, que Madame la Duchesse avait un don pour apaiser les cœurs. Un jour, alors qu'Élise corrigeait la dictée de Béatrice, Henry entra en trombe, brandissant un livre. « Maman, tu peux nous lire cette histoire ?» Le mot « simple » fit vibrer la pièce. Élise sourit, caressant la joue de l'enfant. « Bien sûr, mon chéri. » Édouard, debout dans l'embrasure, observa la scène. Pour la première fois depuis tant d'années, il se sentit chez lui dans sa propre maison. Il s'approcha, s'assit à leur côté, posant la main sur celle d'Élise. Le bonheur retrouvé à Highmore Hall ne fut pas sans obstacle. Dans le village, certains refusaient de saluer la nouvelle duchesse. Les invitations mondaines se firent rares. Les regards dans les salons restaient lourds de jugement. Mais Élise, loin de s'en offusquer, s'engagea dans la vie du domaine avec une détermination tranquille. Elle organisa des ateliers pour les enfants du personnel, ouvrit l'école du village à de nouvelles méthodes d'enseignement, encouragea les jeunes filles à lire, à apprendre le français, à rêver plus grand. Les fermiers, d'abord méfiants, la virent parcourir les champs au bras d'Édouard, écouter leurs doléances, proposer des solutions justes. Peu à peu, le respect remplaça la méfiance. Une fin d'après-midi, alors qu'Élise supervisait la réparation des toitures avec le régisseur, Mrs. Dalton s'approcha. « Madame, j'ai cru bien faire en vous tenant à distance. Je vois aujourd'hui que j'avais tort. Vous avez ramené la paix à Highmore. » Élise lui serra la main, émue. « Merci, Mrs. Dalton. Sans vous, je n'aurais pas tenu. » Les enfants, eux, vivaient une renaissance. Henry, plus confiant, osa enfin s'adresser aux invités sans rougir. Béatrice, inséparable d'Élise, inventait 1000 jeux dans le parc. Un soir, alors qu'un orage grondait, elle se blottit contre la jeune femme. « Tu crois qu'on sera heureux pour toujours, maman ?» Élise lui répondit en l'embrassant tendrement. « Tant qu'on aura du courage, oui. » Édouard et Élise se retrouvaient chaque soir dans la bibliothèque, échangeant sur la gestion du domaine, lisant ensemble, rien des mésaventures du passé. Édouard, apaisé, se confiait sur ses peurs anciennes, ses regrets, ses espoirs nouveaux. « Je n'aurais jamais cru, Élise, qu'il puisse exister une paix si profonde. J'ai tant lutté contre moi-même, contre les autres. Mais avec toi, tout semble possible. » Élise lui prit la main, ses yeux brillants de douceur. « Nous avons traversé l'orage, Édouard. Désormais, c'est à nous d'écrire notre histoire. » Il l'attira contre lui, la serrant dans une étreinte silencieuse. Bien sûr, certains obstacles persistaient. Les lettres anonymes, les conversations étouffées à l'église, quelques regards réprobateurs lors des fêtes du village. Mais ni Édouard ni Élise ne s'y attardaient plus. Ils savaient que le temps finirait par effacer les vieilles rancœurs. Ils se consolaient dans la chaleur de leur foyer, dans les rires des enfants, dans le respect grandissant de ceux qui voyaient, enfin, la justesse de leur union. Au fil des saisons, Élise transforma Highmore Hall en un lieu de lumière, de partage. Les salons s'ouvrirent aux artistes, aux voyageurs, aux âmes blessées. Les portraits austères des Ashcombe semblèrent nos sourires à cette vie nouvelle. Un soir d'été, alors que la lande s'embrasait de coquelicots, Édouard prit Élise dans ses bras sous la véranda. « Regarde tout ce que nous avons accompli, toi et moi. » Elle lui sourit, son front posé contre le sien. Rien n'était écrit d'avance, c'est notre amour qui a tout changé. Et dans la lumière dorée du crépuscule, ils comprirent que le vrai courage n'était pas de défier le monde, mais de choisir, chaque jour, d'être heureux ensemble, envers et contre tout.